Estelle, merci de faire partie de cette saison 2 de Joue-là comme un ou une Head of Sales. Ladies and gentlemen, petite pause. Je vous partage une information importante. Dans chaque épisode, l'invité et moi-même, on sera à chaque fois attachés avec la ceinture partie ventrale et un système d'ancrage dans le dos. Tout ça pour garantir la sécurité des passagers pendant le voyage. Allez, bon épisode à tous. La saison 1, on avait eu 2 hommes qui étaient d'une catégorie un peu plus jeune, à 30 ans environ. Donc là, je suis ravi d'avoir une femme de 30 ans qui est Head of Sales. Je vais te poser la fameuse question que je pose à tout le monde, très large. Encore une fois, j'insiste. Ouais. Qui es-tu ? Qui je suis ? D'abord, je suis vraiment très contente de pouvoir être avec toi aujourd'hui. Et qui je suis ? Alors, je m'appelle Estelle, je suis Head of Sales chez Octopia. Effectivement, j'ai 30 ans, depuis pas longtemps en plus, 10 jours pour être même exact. Joyeux anniversaire avec 10 jours de retard. Merci. Du coup, je suis née à Châteauroux et je suis arrivée assez vite à Bordeaux. Je suis une passionnée de basket, de chansons françaises. Basketball ? Basketball, effectivement. On a reçu le Head of Sales du Paris Basketball d'ailleurs dans la saison. Bien. Tu le rencontreras à la fin de la saison. Ok, quel honneur. Et bien, pas que. Tu crois que tu es capitaine aussi ? Tu étais capitaine de ton équipe de basket ? Ouais, j'ai souvent été capitaine dans mes équipes jeunes parce que maintenant je pratique plus, mais c'est un sport que j'adore avec toutes les sensations que ça procure, etc. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le basket ? Qu'est-ce qui me plaît ? C'est vraiment le bon juste milieu entre performance individuelle et performance d'équipe. Tu peux pas performer individuellement si l'équipe t'as pas mis dans de bonnes dispositions. Et d'un autre côté, en poussant tes perfs individuels, tu vas tirer l'équipe. En fait, c'est un peu un ping-pong et tout se tire un peu vers le haut. Une bonne règle du sport, quoi. C'est ça, et oui, exactement. Je suis pas très bonne en plus dans les sports individuels et c'est vrai que j'ai du mal à me projeter dans ces sports-là. Ok. Je me donne plus à fond. C'est un très bon lien avec le business, on va y revenir, je suis sûr. C'est sûr et certain, je vais aller le chercher. Donc, tu es à Bordeaux depuis combien d'années ? Je suis à Bordeaux depuis que j'ai 7 ans, donc ça commence à faire. Voilà. 23, c'est bon, maintenant on peut dire. 23, ça marche. Tu m'avais donné une info quand on s'était appelé pour organiser ce podcast. Tu m'avais dit, non, pas Paris. Effectivement, ouais. Pendant mes études ou même après, quand il a fallu trouver le premier job, j'ai toujours tout fait pour éviter Paris. Et désolé si tu as une audience parisienne, mais j'adore Paris pour les week-ends. Je pense pas qu'il soit que Paris, mais on s'excuse pour les Parisiens, c'est ça. Mais c'est vrai que venir à Paris je voulais prouver en fait qu'il y avait d'autres opportunités ailleurs qu'à Paris. Et vivre Paris, au 7e étage, sans ascenseur, dans 10 mètres carrés, parce que c'était les conditions dans lesquelles tous mes potes venaient à l'époque sur les premiers stages ou les premiers boulots. J'en étais pas capable. Ouais, les conditions de vie parisiennes à cette époque-là, non, t'allais pas. Non, je voulais être... j'ai clairement mon petit confort. Et c'est vrai que la province, comme on aime dire, a ses avantages pour ça. C'est Paris ou province, ouais. Exactement. Ça marche. Justement, tu as démarré ta vie professionnelle à Bordeaux. C'était il y a combien de temps ? Premier job officiel 2018. D'accord. Donc, j'ai commencé dans le groupe Accor, dans l'hôtellerie. En tant que business dev, sur le terrain. Première fois que tu vis cette expérience de business dev officiellement ? Non, j'avais déjà été biz dev pour Uber Eats. Quand ils devaient faire le lancement à Bordeaux de l'application. En plus, d'accord. Et c'était dingue parce qu'on avait 2 mois pour avoir 100 vendeurs pour des formations professionnelles de mon métier d'aujourd'hui. 100 restaurants sur la plateforme Uber Eats pour le lancement. 50 par mois, combien de commerciaux pour le faire ? On était 3. Objectif atteint ? Ouais, complètement. Le déplacé, vu ta réponse. Non, avec toute l'équipe, ça s'est super bien passé et on a fait le lancement comme prévu au 1er janvier. Donc, c'était un beau succès. C'était court, net, précis. Et voilà. C'était pas le business le plus facile parce que dans la restauration, il y avait ce côté vraiment traditionnel. Mais comment ça, vous allez mettre mes plats ? On est en 2018. Ouais, donc en plus, en 2018. Là, aujourd'hui, tu fais ce métier-là, le même objectif, tu l'atteins en un jour. C'est essentiel maintenant de se diversifier, alors qu'à l'époque, c'était mais comment ça, vous allez mettre mes plats dans des boîtes sur un vélo pour aller chez quelqu'un. J'adore l'image. Donc c'était dur, mais c'était top. Ok. Après ça, donc chez Accor direct ? Non.
Non, je suis passée par la grande distribution sur des périodes de... C'était des jobs, c'était pas forcément des stages, mais c'était des jobs de courte durée sur du chef de secteur, notamment chez Maped. Ok, Donc, ouais. d'accord. Donc là, sur toute la période été-rentrée, donc avec un portefeuille de magasins, voilà, assurer le linéaire de la marque, beaucoup de déplacements. Voiture, j'avais je crois, 2h30 au-dessus de Bordeaux, j'allais jusqu'à Agen, je descendais jusqu'à Hendaye. Donc, mais ça, c'est top aussi parce on s'imagine pas quand on va faire ses courses dans un magasin, la rivalité qu'il y a entre les commerciaux des marques pour réussir à bien placer ses produits. Et d'ailleurs, les commerciaux se déplacent dans les magasins. Ouais, complètement. Ouais, c'est marrant parce qu'on les voit jamais en fait. Non. T'as jamais l'impression de voir le commercial discuter avec le directeur pour le placement. placement. En vrai, ils sont un peu en civil. Tu vois, ils passent dans le rayon pour s'assurer que les produits sont bien là, que le rayon est plein. Ok. Et après, quand tu as des gros changements comme à la rentrée sur Maped, ça va être ce qu'on appelle des implantations. Et là, tu viens avant l'ouverture du magasin. Moi, je me suis retrouvée à aller à Tulle en Corrèze, il fallait que j'y sois à 4h du mat. C'est bizarre. Ça pique. Qu'est-ce qui a fait que tu as réussi ta carrière de sales? Quelles ont été, alors au-delà des compétences, mais quels sont les attraits, les choses qui t'ont permis de réussir? J'ai toujours été, on va dire, en mode caméléon. C'est-à-dire que j'ai pas fait forcément attention au secteur. J'ai été à fond comme si je me passionnais à chaque fois pour le produit ou le service que je vendais. Et la transparence tout le temps. Ça, c'est un de mes mantras. Transparence avec mes clients et ma boîte. D'accord. En termes que ce soit de management, de collaboration, etc. Et quand je fais des négos, je ne mens jamais. C'est mes trucs. Et du coup, je pense que ouais, c'est ça qui a plu. J'ai aussi fait un petit passage dans le compte management. Ok, tu peux nous préciser pour les gens qui nous regardent? Ouais. C'est le fait de... Enfin, du coup, quand tu essayes, tu rentres des nouveaux clients. Et quand tu es e-compte manager, tu as un portefeuille de clients. Et du coup, le but, c'est de leur faire augmenter le chiffre d'affaires sur tes services. Donc, c'est vendre de ce qu'on appelle dans le monde du commerce de l'upsell et du cross-sell, c'est-à-dire des ventes additionnelles après? Oui, voilà, complètement. D'accord, ok. Donc, tu récupères un client qui a signé quand on est un compte manager et en fait, tu manages ce compte. Tout à fait. C'est ça la traduction, ok. Merci. Et ensuite comment tu arrives chez Octopia et à ce poste d'Head of Sales? Et je veux bien mettre un vrai point d'honneur sur ça parce que souvent on se dit que c'est des postes stratégiques, des postes au sein du CODIR, des postes stratégiques décisionnels qu'on peut atteindre quand on a un certain nombre d'années d'expérience. Ouais. Pas toujours, la preuve. Tu postules pour ce poste-là? Non, je postule pas pour chasse. ce poste-là. En fait, je suis pas rentrée chez Octopia en tant qu'Head of Sales. Tu fais une mobilité en interne. C'est ça. Okay. J'ai fait 5 ans, enfin c'est ma 5e année chez Octopia, c'est mon 3e poste. D'accord. Donc je suis arrivée en 2020 en tant que Key Account Manager dans ma business unit. Ensuite, j'ai pris la responsabilité de l'équipe de Key Account Manager. Ok, donc tu es devenu ton N+1. C'est ça. Et ensuite, je suis devenue Head of Sales de la partie acquisition. Donc tu es devenu ton N+2, ton N+1, N+2 d'avant. C'est une création de poste? Non, c'était pas une création de poste. Mais sur dans notre organisation, la partie Customer Success, Key Account Management est séparée de la partie Sales. D'accord. Donc voilà, on a un directeur commercial, un directeur de BU. On a pas mal de strates. Des fois, c'est ce qui peut expliquer que ça te permet aussi d'atteindre ce genre de poste parce qu'en fait, c'est plus décomposé. Et voilà. Tu te rappelles ce jour où on te propose le poste de Head of Sales? Oui, je m'en rappelle. Forcément, tu étais heureuse, donc je ne vais pas te demander dans quel état tu étais. Mais est-ce que tu as eu cette espèce de sentiment de waouh, est-ce que je vais réussir? Ah, complètement. Je suis typiquement le genre de personne qui a le syndrome de l'imposteur sur tous les postes que je prends. Donc, je vais répéter une phrase que je répète tout le temps. Quelles sont les seules personnes à ne pas ressentir le syndrome de l'imposteur? Les imposteurs. Tout à fait. Donc, bonne nouvelle, tu ne l'étais pas, c'est ça? En fait, c'est vrai qu'au début, je m'étais dit, parce que la personne qui avait ce poste-là avant était vraiment hyper appréciée dans la boîte, de grosses perfs. On dit un peu les hauts level, les niveaux très forts, il était vraiment très très fort. Et je me suis dit, en fait, ce qu'il faut aujourd'hui, je suis pas sûre de pouvoir reprendre derrière. Et en fait, quand on m'a dit
clairement, on te voit à ce poste, on y a pensé. Quand c'est ta hiérarchie qui te vient te voir pour te dire, voilà, on a pensé à toi. Et après, bon, on s'est suivi. J'ai fait les entretiens comme tout le monde. Hein. Il n'y a pas eu juste, on te drop à un endroit. Mais ouais, forcément, ça valorise, tu prends confiance. Et puis après, quand c'est vraiment, quand on te dit ça, c'est toi. Ouais, c'est top en vrai. Ça fait. C'est beau. Ouais, c'est de la reconnaissance en plus. Moi, je suis quelqu'un qui m'investit beaucoup au travail. Donc, quand c'est reconnu de cette façon, ça fait toujours extrêmement plaisir. Juste pour que les gens comprennent, parce que Octopia, c'est pas le nom d'une entreprise qu'on connaît comme ça aujourd'hui facilement quand on l'apprend. Que fait Octopia ? Alors, Octopia, c'est une société qui vend des services e-commerce dans lequel tu peux retrouver plusieurs branches. Ma branche, c'est la branche logistique e-commerce. Voilà, donc accompagner les marques, les e-commerçants que tu trouves sur n'importe quelle marketplace existante en Europe, sur la gestion de A à Z de leur logistique. Voilà, vraiment les décharger de cette partie-là. Prenons un exemple, j'ai un produit à vendre. C'est ça. Je veux le mettre sur une plateforme d'e-commerce. Ou sur ton site en propre. Sur mon propre site. Et vous allez prendre tout le relais. À partir du moment où je vous dis tel client a acheté, vous allez faire les étiquettes, les cartons, gérer tout ce. C'est ça, exactement. On a nos entrepôts en propre partout en Europe. Et en fait, donc, tu délègues vraiment ta logistique. Tu as juste à nous donner les produits. C'est 100%. Et nous, on s'occupe de tout. Vous allez même mettre ce qu'on appelle un API, mais un logiciel qui va aller capter l'information de celui qui a acheté pour pouvoir faire cette étiquette, mettre dans ce carton-là, dans ce circuit-là et cette livraison-là. C'est ça, tu as toute la partie qu'on va appeler connectivité, intégrateur de flux, etc., qui est inclus dans notre package vraiment. Quand on dit que c'est A à Z, c'est que tu travailles à Octopia, tu livres tes produits à Octopia et après, où que soient tes clients, grâce à nos connectivités, on va recevoir l'info et on va lui envoyer son produit en temps et en heure, expérience garantie. Là, on parle beaucoup du particulier. Oui. Et vous avez du pro ? C'est ça, exactement. On a aussi du B2B, et que ce soit des grandes surfaces ou des pharmacies, des magasins indépendants. Voilà, du B2B, c'est pareil. Quel que soit le magasin à livrer, l'enseigne, le retailer, on peut aussi s'en occuper. Octopia existe depuis ? Depuis 2020. D'accord, donc quand tu es arrivé. C'est ça, exactement. Dans l'année de mon arrivée, ça s'est concrétisé parce qu'on est une filiale du groupe Cdiscount. D'accord, ok, je comprends. D'où l'expertise marketplace e-commerce qui sert de pilier à nos autres branches qui sont demain sur, parce qu'on a parlé de la logistique, et les autres branches, c'est que demain un site comme, je ne sais pas si tu peux donner l'exemple de Cultura ou Sephora ou Nocibé, c'est des sites aujourd'hui où tu trouves uniquement les produits qu'ils achètent en propre. Et s'ils veulent devenir une marketplace et s'ouvrir à des e-commerçants, il leur faut un back-office tech marketplace. Et nous, on vend cette brique-là. Back-office, qui est donc toute la partie qui gère la partie informatique de toute cette gestion. C'est ça, vraiment la partie produit, tech, qui se cache derrière et qui est invisible à l'œil des gens qui achètent. C'est toi, tu reçois le colis et tu ne sais pas ce qui s'est passé. C'est ça, exactement. Ça marche. Et souvent, il y a beaucoup de gens que je croise dans ce monde-là et dans mes entourages qui achètent sur les marketplaces, etc., qui pensent que c'est la marque qui vend. Donc nous, pour Cdiscount ou Amazon, que c'est Amazon qui vend. Et en fait, ça va être un e-commerçant lambda, mais voilà, qui est sur la marketplace. Et nous, on vend cette tech-là. Petite question pour moi, comme ça, juste par curiosité. Combien de colis vous faites transiter par an ? Par an, on envoie complètement. Vas-y, magnifique. Par an, on envoie 15 millions de colis. Waouh, c'est impossible de se rendre compte du truc. Non, la masse, même si on le descend au jour ou au mois, mais on fait partie des plus gros acteurs. Ça fait plus d'1 million par mois en moyenne. Non, c'est énorme. C'est assez impressionnant. Et voilà, pour tout type de clients, donc on est assez fiers de nos chiffres. On a une croissance à 2 chiffres chaque année, depuis 5 ans, sur la brique logistique. Donc on est très contents de nos résultats. Toi, tu gères la partie commerce B2B, B2C, enfin particulier, professionnel, les deux ? Uniquement du B2B. D'accord. Sur notre partie parce que vous répondez à un besoin client, qui est une entreprise qui fait ce besoin-là. Quand je disais B2C, oui, c'était par rapport à la logique de celui qui le reçoit, mais c'est vrai qu'il le reçoit par le biais de la vente qui n'est pas faite par vous. Exactement. Le client final, ça peut être toi ou moi. Mais nous, on deal uniquement avec des entreprises. Tu reçois un colis chez toi à l'étiquette, tu sais que c'est toi ? Tu sais que c'est moi, tu peux voir l'adresse de mon entrepôt. Mais sinon, c'est en marque blanche. Ouais, c'est marque blanche qui est, pour ceux qui, la majorité des gens le savent, mais c'est que on ne met pas son nom, son entité parce qu'on s'est vendu comme ça en tout cas. Ouais, on n'a pas, tu vas pas avoir un gros scotch Octopia sur le truc. Non, c'est la force de notre proposition, c'est que quel que soit où tu vends,
même sur des enseignes concurrentes, en fait, le colis n'est pas brandé. Donc, il n'y a pas le nom de la marque. Ouais. Merci en tout cas pour toutes ces explications vis-à-vis d'Octopia. C'est cool, comme ça permet vraiment de situer qui vous êtes, parce que c'est une vraie entreprise de l'ombre pour le coup. C'est pas une entreprise qu'on voit affichée comme ça avec pignon sur rue. Qu'est-ce qui fait que tu te dis je vais me lancer dans le sales? Quelles sont les expériences que tu as vécues? Et quels sont les choix que tu as pris surtout? Je me lance dans le sales, ça c'est plutôt une histoire de famille. D'accord. Mes parents sont dans la vente et c'est vrai que du coup j'ai baigné toujours Commerçant? dans ce monde-là. Non, Purement vente. Ouais, ma maman était déléguée médicale pour un labo pharmaceutique. Ok, forcément. Et mon père, lui, il bossait pour Capgemini. Oui. Donc en tant que sales sur son domaine, voilà. Donc tu as vu deux personnes dans le monde du sales. Le groupe Cdiscount était un de ses premiers clients à Bordeaux, donc on a vraiment on a bouclé la boucle. Vous avez fait le lien après. Exactement. Et donc du coup j'ai toujours été dans ce monde-là. J'ai fait mes études donc école de commerce à Kedge et ensuite quand j'ai cherché mon stage de fin d'année, oui. Il y avait une offre de job sur Bordeaux pour le groupe Accor. Donc l'offre de business dont on parlait plus tôt. Ouais. Et là, c'est un stage. C'était après tes stages, ça. C'était à la place de mon. Enfin, ça aurait pu prendre. Ça a pris la place de mon stage de fin d'année. D'accord. Parce qu'en fait, du coup, eux, c'était une offre en CDI. Mais je pouvais, avec l'école, ça marchait de faire ça comme ça. Et du coup, je regarde un peu l'annonce et je vois qu'il y a des anciens élèves de l'école, des alumni. Et l'école de commerce, on te le vend beaucoup pour le réseau aussi. Je me suis dit, on va tout de suite voir si ça fonctionne ou pas. Donc, je vois une fille de chez nous, Charlotte, si elle se reconnaît. Coucou Charlotte. Et je lui envoie un mail. Je lui dis, écoute, il y a cette offre sur Bordeaux. Je sais pas si tu peux m'aider à avoir un contact un peu plus direct ou contact de la RH pour pouvoir poser mon CV. Et elle me répond tout de suite, du tac au tac. Mais bien sûr, avec plaisir. Voilà le mail du N+1 du poste. Sacré culot, j'adore. Ouais, franchement, c'était. Ouais, mais t'as tenté le truc? Bah ouais, en vrai. Puis alors, c'est connu, mais qui ne tente rien n'a rien. Clairement. Facile. Tu sais, oui, mais c'est ce genre de phrase, au bout d'un moment, il y a des fois, tu te dis trop facile, ces phrases trop faciles, mais en final, ça marche. Ouais, mais voilà, c'est ça. C'est que si tu le fais pas. Si t'avais pas demandé, tu l'aurais jamais su. Donc voilà, j'ai passé les entretiens sur Bordeaux et j'ai eu le poste du coup. Donc j'ai été embauchée avant la fin de mes études dans le groupe Accor. Et donc pendant mon école, c'est vrai que j'ai toujours essayé de rester en Europe pour faire mes stages. Okay. Et notamment essayer de trouver des vrais stages job, et certains se reconnaîtront, mais c'est vrai qu'à l'époque, on pouvait vite vendre un stage marketing et en fait, on allait distribuer des flyers à Malte sous le soleil. Wow. Et voilà. Donc, faut le travailler sur le CV, ça, après. C'est ça. Pour vendre l'expérience. En vrai, voilà, stage marketing et en fait, derrière. Des flyers à Malte, j'adore. Non, mais ils ont kiffé à l'époque. Hein. C'était rigolo. Mais c'est vrai qu'on était dans une autre ambiance. Moi, pile à ce moment-là, j'étais à Londres dans un hôtel, un Sofitel. Et c'est vrai que c'était quand même un cadre beaucoup plus strict. Donc, on était un peu... Et puis j'étais moins sous le soleil. C'est clair, beaucoup moins. Qu'est-ce qui fait que lorsque tu postules, t'y vas au culot, un peu comme tu l'as fait? Qu'est-ce qui t'aide? Quel est le mindset aujourd'hui qui fait que t'y vas à fond? C'est venu un peu avec l'expérience et de la manière dont j'ai été accompagnée dans mes dernières boîtes. Mais c'est vraiment, si je coche pas toutes les cases, c'est pas grave. Parce qu'en fait, généralement, si on lit vraiment bien l'annonce, et je pense qu'il y a énormément de gens qui le ressentent, c'est un mouton à 5 pattes qui est recherché. Ouais, donc en fait, connu, encore une fois, si tu tentes pas, à un moment donné, avec la bonne approche, etc., il peut rien se passer. Et des fois, tu vas tomber sur des entreprises qui ont un peu ce mindset de lire entre les lignes de ton CV et d'aller plus loin. Et du coup, si en plus tu es recruté par une boîte comme ça, c'est que ça va matcher. Parce que toi, tu auras postulé, j'ai postulé à des offres où je remplissais pas toutes les cases, où tu vois le truc 10 ans d'expérience en grande distribution, en hôtellerie ou des trucs comme ça. Et en fait, ils mettent ça pour pas avoir des trucs complètement déconnants. Mais après, ça peut aller plus loin. Et je pense que de me dire, OK, faut y aller quand même. Et ça, mais ça m'a pris un peu de temps. Hein. Tout de suite à la sortie de mes études, j'étais pas du tout dans ce mindset-là. Je cherchais justement le job avec lequel je fitais le plus. Mais après, à force d'expérience, on se dit, allez, go, on verra bien. Ouais. Ok, je vois très bien le genre. Est-ce que tu penses que c'est le conseil que tu pourrais donner aujourd'hui aux gens qui va un peu avec cette je n'ai pas le syndrome de l'imposteur. C'est vraiment, alors pour toi, si tu devais revenir en arrière ou que tu devais donner le conseil à des gens qui aujourd'hui ont peut-être 22, 23 ans, sortent d'école,
Ce serait ce conseil-là ou peut-être un autre encore? Ouais, je pense que celui-là, c'est le plus important parce que, surtout en sortie d'école où quand même la concurrence est rude, si on attend de fitter parfaitement avec l'offre, il va vraiment rien se passer. En fait, il faut vraiment partager sa soif d'apprendre, de grandir et de vouloir tout donner. Il faut que les entreprises elles aient l'impression, ok, je vais prendre un jeune, mais ça va valoir le coup, plutôt que d'attendre le profil expérimenté qui voudrait absolument. Je sais que moi, j'ai été hyper reconnaissante de ceux qui m'ont donné ma chance d'Accor qui m'a donné ma chance quand j'étais même pas sortie de l'école, parce qu'en fait, je leur ai prouvé, j'ai évolué au sein du groupe Accor, même pas 1 an et demi après. Donc voilà, c'est que ça valait la chandelle, quoi. Tu vois, très bien. Merci. Merci. C'est quoi la compétence ou la qualité que tu trouves essentielle sur ton poste de Head of Sales maintenant que tu es monté en plus, tu es passé de l'opérationnel au tactique et au stratégique. C'est quoi la qualité pour toi qu'il faut absolument qu'un jeune Head of Sales ait? S'il ne l'a pas, c'est pas grave, mais d'après toi, c'est la qualité vraiment plus de ce poste-là? Je dirais vraiment l'adaptabilité. Parce que du coup, sur mon poste de sales, tu as la partie vraiment acquisition, tu as la partie plutôt marketing, en tout cas sur mon scope. Tu vas avoir la partie reporting à la hiérarchie, etc. Donc, il faut vraiment jongler avec les différentes missions, jongler avec les différents types d'interlocuteurs. J'ai des bizdev, j'ai des sales exec, donc forcément, on ne travaille pas du tout les mêmes dossiers ensemble. Oui. Ouais, vraiment l'adaptabilité Ce qui est marrant, parce que ça va totalement avec ce que tu disais tout à l'heure, le côté caméléon. Ouais. Ce côté d'être capable de très vite s'aligner avec la vision et ouais, faut de pas avoir l'entreprise. peur d'avoir plein d'idées. Je veux tenter ça, je vais essayer ça, on va essayer cette nouvelle campagne, ce nouveau canal. Tiens, toi, je te mets sur une attaque list. Là, on se met 2 heures, on fait ça, on voit ce que ça donne, on voit les résultats. Si ça marche pas, c'est pas grave. Mais de foncer et d'être flexible. Ouais, l'adaptivité, flexibilité, j'irai là-dessus. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Alors, il y a une petite particularité avec toi, c'est que j'aimerais qu'on termine cet épisode d'une façon un peu différente. Tous les Head of Sales ont eu une parenthèse, quelque chose, soit un défi, soit un échange, soit un moment. Et toi, tu m'avais dit que tu aimais bien marcher. On est dans les rituels avant d'aller sur le lieu de travail. Toi, pour le coup, c'est un rendez-vous client. Je te propose quelque chose. On n'est pas loin du Jardin du Luxembourg. Trop bien. Je te propose qu'on aille marcher et terminer cet épisode en marchant, pour s'aérer l'esprit tout en continuant à parler sur le business. Bah ouais, carrément, avec plaisir. Ouais, c'est super. On y va, on va s'approcher du Jardin du Luxembourg et on fait ça. Allez. Allez, c'est parti pour le petit moment de marche. Le Jardin du Luxembourg est tout là-bas. On commence notre petite marche. Concrètement, quand tu étais petite, c'est ma question, qu'est-ce que tu voulais faire? Je voulais être prof d'histoire. Why? Je sais pas, c'est des cours qui me passionnaient, j'adorais mémoriser. Donc quand il fallait tout retenir sur l'histoire, etc. et mémoriser ce qui s'était passé avant, etc. C'était vraiment top. Et le côté prof, c'est que j'adorais, je sais pas, réciter mes leçons, apprendre aux autres, la formation, et c'est quelque chose que je traîne encore un peu aujourd'hui. Ok. J'adorais, pour apprendre mes leçons, vraiment, je mettais une peluche sur un siège. Et je refaisais mon cours sur un tableau que mes parents m'avaient acheté. Il y en a que c'est face au miroir, toi c'est avec la peluche. Vraiment dans un rôle de prof. Comme tous les doudous, effectivement. Ça marche. Merci pour cette petite page. Et quand je t'ai dit why, parce qu'en fait, pour info, moi je trouve ça génial parce que j'ai fait une fac d'histoire-géographie, donc ça me parle. Mon meilleur pote faisait histoire et moi je faisais géographie. Je voulais être climatologue des écuries de Formule 1. On en reparlera dans un prochain podcast. Tu m'as parlé tout à l'heure du syndrome de l'imposteur. Ouais. Tu peux m'en dire davantage? Comment toi c'est des choses qui peuvent nous arriver, bien évidemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? En fait, ça rejoint un peu ce que je disais sur le fait de pas cocher toutes les cases, de pas se sentir légitime. Encore plus quand on prend des postes jeunes autour de soi, forcément, il y a des gens qui t'envient, il y a des gens qui se sentent plus légitimes que toi, qui te font bien ressentir. Et en fait, c'est comment on fait fi de tout ça, on prouve, on va prouver ce qu'on vaut dans le quotidien, dans les actions, dans les performances, etc. Ouais. Et je l'ai beaucoup ressenti dans les boîtes que j'ai fait avec les femmes autour de moi aussi. D'accord. J'ai remarqué que quand il y a des postes qui se libèrent,
Ouais, il y a mille une questions qui passent à travers nos têtes, leurs têtes, sur non mais on n'est pas assez bien, on n'est pas assez comme ci, on n'est pas assez comme ça. Et tu trouves que c'est plus fréquent chez les femmes que ça se réalise que chez les hommes? Ouais, sans vraiment. créer de débat, d'accord? Non, il n'y a, pas, pas de débat, c'est de mon observation. C'est vrai que on a deux façons de réfléchir différentes d'après. Ok. Beaucoup plus fonceurs. Tu trouves les mecs plus fonceurs que les femmes parce qu'elles sont peut-être plus réfléchies sur ça, et le fait d'être trop réfléchi crée ce syndrome au final. C'est ça, parce que du coup tu vas pas y aller parce qu'il va te manquer un truc, alors que les hommes sont plutôt, je trouve, justement, je vais y aller, je vais tout défoncer, et puis ça c'est pas grave, je l'apprendrai plus tard, et on devrait être comme ça, parce que franchement, comme je le disais, on peut pas tout savoir, on peut pas cocher toutes les cases, donc faut foncer. Ok, merci pour ça. Ce que je te propose, c'est qu'on aille même s'asseoir un petit peu parce que je sais que tu as un petit cadeau et je dis rien parce que l'équipe de prod n'est pas au courant encore. Tu as une question qui t'a été transmise donc par Samuel. Par quel profil préfères-tu recruter dans ton équipe? Voilà, quel profil aimes-tu avoir dans ton équipe? Est-ce que c'est des profils différents? Est-ce que c'est le même type de profil? Voilà. Les profils que je préfère, ça va être un 50-50 avec un peu de data. Oui. Et vraiment ce côté hyper sociable, hyper justement ce qu'on pourrait plus chercher chez les sales aujourd'hui, tu vois, ce côté un peu requin, la tchatch, etc. Moi, j'essaie d'avoir le bon équilibre parce que quand on fait nos offres commerciales, c'est vrai que pour moi, il faut avoir un peu cet esprit de matheux, de dire ok, dans ce que je propose, est-ce que je vais péter la renta? Ouais, d'accord. Ou est-ce que ça va passer assez hyper vif sur les pourcentages, etc. Et se dire, OK, j'en ai remarqué sur des offres, vu que les clients cherchent sur de la logistique à réduire leurs coûts, etc. Ouais. Si tu n'as pas une approche très une mat, réflexion autour de ça qui va dans le sens de l'entreprise. Voilà ce que vous allez gagner, les calculs qu'on a fait, le montage, etc. Il faut être quand même rigoureux, un peu analytique pour mener cette réflexion avec nos interlocuteurs. Donc dans mon équipe, je cherche des profils un peu analytiques, maths, et après forcément le côté sympa, la tchatch, mais c'est pas ce que je cherche le plus. Ouais. Ok, merci beaucoup. Et je t'invite à passer la question, donc ce sera pour la saison 3, la première épisode de la saison 3. Quelle question aimerais-tu poser et faire comme relais au prochain ou à prochaine Head of Sales? Alors, pour le prochain Head of Sales, la question ce sera qu'est-ce que tu devrais changer dans ton parcours si tu devais changer quelque chose? Merci. On est au moment du cadeau. Donc, je sais que tu as un cadeau à faire pour une des personnes qui va gagner au tirage au sort. Donc, tu ne l'as pas avec toi. Il y a une raison pour laquelle tu ne l'as pas avec toi. C'est que personne ne va réellement en prendre soin d'ici là. Il faudrait que la personne soit elle qui en prenne soin. De quoi s'agit-il? J'avais envie d'offrir une plante. Mais une plante en particulier? Oui, un cactus. Alors, un cactus, c'est plutôt une petite dédicace par rapport à moi parce que j'ai pas du tout la main verte. D'accord. Donc, et que je me projette un peu sur la personne qui l'aura. On ne sait jamais sur qui on tombe. D'accord. Mais c'est plutôt une plante sur la longévité, la croissance, l'entretien de plein de choses dans la vie. Un petit symbole général que j'aime bien. Merci. Donc la plante sera gagnée en tirage au sort. À partir du moment où la personne aura gagné le tirage au sort qui sera dans la description. Donc là, on est au dernier épisode de la saison. La particularité, c'est que les tirages au sort auront lieu dans quelques semaines. Le tirage au sort sera fait forcément avec Estelle. Vous pourrez le gagner. La personne qui le gagnera aura la possibilité de le choisir et on lui commandera pour qu'elle le reçoive à la maison. Voilà, à vous de jouer. Bonne chance. Estelle, c'est le moment pour moi de te dire merci. On est à l'heure, on arrive bientôt à l'heure de ton rendez-vous. On est dans les temps, c'est parfait. Merci d'avoir participé à cet épisode. Merci d'avoir apporté cette fraîcheur, ce dynamisme. En plus, pour quelqu'un de jeune sur ce poste, merci parce que tu prouves que c'est possible. Et voilà, en tout cas, je te dis à très bientôt parce qu'on va se revoir à la fin pour les tirages au sort avec les autres Head of Sales de la saison 1 et 2. Et puis, écoute, bon rendez-vous. Et j'ai un petit truc quand même, parce que j'ai un cadeau pour l'équipe de prod. Pour l'équipe de prod. C'est spécifique, elle vient de Bordeaux donc. Très original. J'ai amené des cannelés pour l'équipe de prod. Donc voilà, j'espère que vous pourrez tous les guster. Merci pour votre accueil. Magnifique, tant qu'à faire. Petit cannelé. Merci beaucoup. 4, c'est parfait les gars, il y en a pour tout le monde. Merci beaucoup, je vais les récupérer. Attends, je vais poser le mien dedans. Allez. Magnifique. Hop. Je tenais aussi à faire une dernière petite chose. Je tenais à remercier Simon, qui est une personne qu'on a en commun, puisque justement, je lui ai demandé s'il connaissait une personne pour justement un épisode, parce que c'est pas facile de réussir à trouver des Head of Sales disponibles tout le temps. Et il m'a dit, j'ai une personne pétillante. Merci. Merci Simon, merci pour ton coup de main pour ça. Et puis, écoute, je te souhaite une très belle journée. Je te laisse ici. Merci beaucoup. Prends soin de toi. On se revoit bientôt. Bon rendez-vous, cartonne. Oui, merci. Et puis à très bientôt. Oui, merci. Salut madame. Salut. Ciao.